Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e séance en langage d'assembleur où nous allons aborder ensemble les quelques instructions pour effectuer des opérations. Donc on verra des opérations arithmétiques et logiques, et pas que, on en verra quelques autres aussi. Et ça va être l'occasion de faire quelques rappels et d'aller un petit peu plus loin en tout cas dans les détails concernant les opérations et sur quelle en fait valeur nous travaillons. Donc il y aura des choses un petit peu nouvelles et bien évidemment quelques rappels, puisqu'il est bien de savoir un petit peu ce que l'on fait et vers ce quoi on va concernant le langage d'assembleur. Vous le savez peut-être ou pas, je ne sais pas si c'est votre premier langage de programmation ici ou si vous en avez déjà fait d'autres avant, mais vous avez peut-être pour certains l'habitude d'avoir travaillé ou de travailler avec des valeurs qu'on dit signées ou non signées. Lorsqu'on parle d'un entier, par exemple, donc un entier signé, par exemple un type int, eh bien c'est une valeur classique, ça peut être 46, ça peut être -2, etc. D'accord, 0 en fait partie, bien évidemment, des valeurs signées. Une valeur signée est une valeur qui peut être positive ou négative. D'accord, c'est un peu comme une valeur algébrique en mathématiques, donc ça peut être les deux. En revanche, si on a une valeur non signée, donc là on aurait, alors dans certains langages on appellerait ça un unsigned int, il y en a d'autres qui abrègent ça en uint, tout simplement, pour faire plus court. Et ici, nous avons que des valeurs positives possibles. Donc là, effectivement, le 46, ça passe. Okay, le 0 aussi, puisque c'est la valeur minimale finalement pour une valeur non signée. Et après, la valeur maximale que pourrait avoir un entier. Et ainsi de suite. Comment ça fonctionne en termes de mémoire? Pareil, ça sera peut-être des rappels pour certains et peut-être une nouveauté pour d'autres. Eh bien, c'est au niveau de l'occupation mémoire. Si on considère par exemple qu'une information occupe un octet, c'est-à-dire 8 bits, et que nous travaillons, rappelez-vous, avec des valeurs binaires, rappelez-vous tout ce qu'on a pu voir ici dans ce cours, ou alors sur certaines vidéos sur la playlist d'architecture, où j'ai pas mal détaillé les systèmes de codage, le binaire, les conversions, etc. Et notamment le fonctionnement de la mémoire, pour voir comment les données étaient enregistrées en mémoire, les histoires de poids fort, de bits de poids faible, etc. Nous en représentons donc 8 bits finalement, c'est-à-dire 8 valeurs binaires. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceci est une valeur, donc généralement on sépare comme ça par groupe de 4. Et nous avons ici un octet. Donc en mettant la valeur de 0 ou de 1, on obtient cette valeur-ci. D'accord ? Si on veut savoir le nombre de valeurs possibles qu'il y a, donc finalement de la valeur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 à la valeur maximale, celle-ci, pas besoin de compter un par un, ça n'aurait pas beaucoup de sens, il suffit simplement de partir du principe que ça ne peut avoir que des valeurs binaires, donc 2, et ensuite on fait un calcul de puissance. Comme on a 8 bits, eh bien on est en 2 puissance 8, et comme, attention, on commence par 0, donc ça compte comme valeur, on commence pas à 1, il ne faut pas oublier bien sûr de soustraire à ça moins 1. Donc là on aura 256 moins 1 qui donnera 255 valeurs possibles. C'est-à-dire qu'avec un octet d'information, cet octet peut prendre 255 valeurs différentes, s'il est, bien sûr, non signé. Là, de toute façon, c'est le cas, parce ici, on ne s'occupe pas d'avoir un signe, en fait, dans les caractères. Sinon, on aurait compté que 7 bits, en fait, de l'octet, et le 8e, qui est donc le signe de la valeur, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, et on aurait ça pour tout. Donc, nous, on est sur des systèmes, par exemple, 32 bits. Donc, si vous avez un type de données qui occupe 32 bits, d'accord, en mémoire, eh bien vous feriez la même chose, 2 puissance 32 moins 1, et ainsi de suite, et pareil pour chacun. Si c'est une valeur signée, eh bien évidemment, il faut diviser par 2, c'est 255 valeurs. Donc là, on sera à de moins 128 pardon, à 127. D'accord. Donc c'est généralement la même valeur que négative, moins 1. Pareil pour chacun, 2 puissance 32, on aura chaque valeur, etc. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que ça permet déjà de bien prendre en considération, notamment au niveau des types de données qu'on utilise, les valeurs qui sont acceptées, minimales ou maximales. On n'était pas trop entré dans le détail là-dessus sur les autres vidéos du cours, mais c'est bien quand même de le savoir à ce stade. Autant il y a certains langages où on ne s'occupe pas vraiment de ces informations-là, puisqu'on a des types, voilà, normalement tout est géré à ce niveau-là, en tout cas pour la plupart. Là vous êtes en langage d'assembleur, donc évidemment il y a des spécificités sur lesquelles on s'attarde beaucoup plus dans ce langage-là, contrairement à d'autres. Ce que nous allons voir en tout cas, ce sont quelques opérations, quelques instructions pour effectuer des opérations. Je n'avais pas notamment, puisque là on est en train de parler de valeurs signées, valeurs non signées, et je n'avais pas fait la distinction dans le cours notamment sur les conditions, avec les instructions qu'on avait utilisées. Je ne voulais pas non plus vous noyer dans tout un tas d'explications, mais quand nous avions vu des conditions de saut, des instructions de saut conditionnelles, donc notamment
JGE, JL, JLE, d'accord. Donc je rappelle, hein, jump if greater or equal, etc., etc. Et bien ici, nous opérons sur des valeurs signées, d'accord. Ce sont les instructions pour des valeurs signées. Si vous vouliez l'équivalent, alors je ne vous ai pas forcément donné, mais je peux vous les donner ici, puisque c'est pour le coup dans le thème de ce qu'on va aborder, et bien vous avez ces valeurs ici. Donc là, on parle de jump if above or equal, jump if below or equal. Voilà, vous avez ces versions-là. Tout simplement. Je rappelle au cas où, pour ceux qui se posent la question, que je ne vais évidemment jamais vous montrer toutes les instructions qui peuvent exister dans le cours. Déjà, je ne les connais pas toutes, ça va de soi. Il y a beaucoup de jeux d'instructions différents aussi. Donc ce sera toujours à vous, selon le support que vous utilisez, de vous référer au manuel, d'accord, qui lui, en revanche, eh bien, vous indique en fait l'ensemble des instructions qui existent sur, je sais pas moi, le processeur, le microcontrôleur sur lequel vous êtes en train de programmer. Donc il faudra toujours avoir ça sous la main si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a à disposition, en tout cas les fonctionnalités qui sont disponibles et les jeux d'instructions disponibles pour le matériel sur lequel vous êtes en train de programmer. Cette parenthèse étant faite, puisque c'était quand même voilà, bien de le savoir un petit peu, on va passer maintenant au niveau du code et on va regarder un petit peu ce qu'on va voir. Alors ça je vais le laisser, de toute façon c'est dans les notes. Et on va passer au niveau du code. Le code classique, j'ai juste laissé l'instruction qui en fait met fin au programme, donc très classique, proprement, et on va voir un petit peu ce que l'on peut faire ici au niveau des instructions. On va commencer, et là il n'y aura pas de distinction entre signé et non signé, ce sera la même chose, peu importe voilà, les valeurs que vous utilisez pour ce qu'on va voir, c'est-à-dire l'addition et la soustraction. On verra qu'en revanche c'est différent pour les autres. Et ici on va utiliser un cas particulier, donc je vais le noter ici. C'est l'instruction add, et éventuellement celle-ci, je ne la montrerai pas à chaque fois, mais en fait c'est une addition avec une retenue. C'est-à-dire que ça prend en compte le fait qu'il peut y avoir éventuellement une retenue, donc que votre calcul en fait a un débordement, et dans ce cas-là il faudra que la retenue en fait soit mémorisée. Donc vous avez cette instruction aussi qui est possible. Petite information sur ce qu'on va voir notamment, alors aussi bien pour ça que finalement la soustraction, donc pareil, soustraction classique ou soustraction avec retenue, d'accord. Et dans ces deux cas, en fonction de la retenue qu'il peut avoir, s'il y a une retenue en tout cas signée, donc c'est important, donc sur une valeur liée à des valeurs signées, eh bien ça va en fait affecter le drapeau de débordement, donc le overflow flag. Donc ça c'est voilà, bien important de faire la distinction. Donc si retenue signée, ok. Et sinon, le classique, le drapeau de retenue, dans le carry flag, s'il y a une retenue non signée. Voilà. Alors j'abrège toujours en disant retenue signée, c'est pas la retenue en elle-même qui l'est, c'est les valeurs en fait sur lesquelles on travaille, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc en fonction du type de retenue qu'on va obtenir éventuellement, eh bien on aura un drapeau en fait qui sera activé, donc qui sera passé à 1 en fonction bien sûr bien, de l'opération qui vient d'être effectuée. Donc ça c'est le cas pour l'addition et la soustraction, d'accord. C'est la même règle pour les deux, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on y va au niveau du code. Donc on va pas avoir grand chose, ici on va pas faire d'affichage, vous allez comprendre un petit peu comment on va vérifier en fait ce qu'on va faire au niveau des registres, parce qu'évidemment on va essayer de présenter un programme le plus simple possible pour que ce soit clair au niveau des différentes instructions ici opératoires qu'on va voir ensemble. Et on va commencer d'abord par faire, alors ce qui serait le plus classique finalement, c'est de faire une addition. On sait que nos registres existent, d'accord, ont des valeurs par défaut, notamment à 0, et on pourrait très bien effectuer un calcul, pourquoi pas, avec une valeur telle quelle. Je vais faire une instruction add, on va faire dans le registre, donc dans l'accumulateur, et on va par exemple ajouter 4. Juste faire ça. On va vérifier maintenant un petit peu ce qui se passe au niveau registre, puisque là, on va pas s'amuser à afficher, on ne peut pas afficher de toute façon les valeurs issues des registres, ce sont des valeurs entières, et il faudrait que ce soit converti en chaîne littérale, chose qu'on n'a pas encore vue à ce stade et qu'on verra un peu plus tard. Vous avez remarqué que si vous voulez effectuer, travailler avec des nombres, ça va, afficher de la chaîne de caractères, ça va, par contre s'il faut commencer à afficher un nombre, là, si certaines personnes parmi vous ont déjà essayé à ce stade, vous avez dû remarquer que ça ne marchait pas, et vous verrez pourquoi, on abordera ça bien sûr un peu plus tard dans le cours. On va passer au niveau de la compilation, et là, on va utiliser donc un outil de débogage, tout simplement, on va utiliser GDB, qui est le même outil qu'on peut utiliser pour le langage C, le langage C++, qui ira très très bien. Et on va passer sur GNU Linux, parce que ça va être beaucoup plus simple à utiliser. Si vous êtes sur Windows, tout ce que je vais vous montrer, au niveau en tout cas de l'outil, il ne faudra pas utiliser celui-ci, parce que il va y avoir quelques soucis, mais vous pouvez passer par un outil en fait qui est intégré directement, donc le debugger qui est intégré à Visual Studio, d'accord. Donc ce sera à vous bien sûr de faire en sorte de passer par cet outil-là, si vous voulez faire la vérification sur Windows. Sinon vous faites comme moi, vous installez une machine virtuelle ici, vous avec une distribution GNU Linux,
Comme ça, vous pourrez tester un programme ici. De toute façon, pour cette séance, ça suffira largement. C'est pour vérifier en fait ce que font les différentes instructions. Donc voilà ce qu'on va faire. Déjà, on a besoin d'ajouter les instructions de débogage à notre application. Parce qu'en temps normal, on ferait simplement notre fichier classique. Voilà, comme ça. Après, généralement, on fait l'édition des liens. Ensuite, on compile. Et là, forcément, on n'a rien qui s'affiche, donc on ne va pas avoir grand-chose. Pour ajouter les informations de débogage, c'est propre en fait au fichier que nous avons. Et pour ça, on a besoin de voir ce qui est pris en compte, notamment avec NASM, parce que c'est l'outil qu'on utilise jusqu'à présent. Donc on va taper une commande qui va permettre de vérifier tout ce qui est disponible en fonction du format de fichier qu'on lui passe. Donc pour ELF64, de toute façon, ça va pas être bien surprenant. On va ajouter le petit argument -y et on va vérifier les formats en fait que nous avons ici disponibles. On va utiliser Dwarf, qui comme vous voyez est indiquant. Alors sinon on ne l'indique pas ici, d'ailleurs, parce que des fois il l'indique. En tout cas, celui-là c'est le nouveau format, en tout cas, celui-là est un peu plus ancien. Et donc on peut travailler avec ce dernier-là. Sur Windows, on aurait plutôt quelque chose comme CodeView, parce que c'est un fameux, c'est l'historique, c'est le débogueur historique de Microsoft, CodeView, qui existait à l'époque avec les vieilles versions de Windows, et qui ensuite justement a été intégré dans Visual Studio et donc a évolué. Donc on aurait sûrement un outil comme CV8, donc CodeView en version 8, qui serait donc l'outil qu'on peut utiliser. Donc on pourrait faire ça sur Windows, on pourrait créer directement en fait assembler le programme à le compiler avec ces instructions de débogage, mais pour que ce soit débogué dans CodeView. C'est pour ça que si vous êtes sur Windows, vous pourrez donc faire la commande. Là, je peux vous la montrer, parce que de toute façon, on ne va pas être sur Windows tout le long. Donc vous ferez votre commande classique, comme ceci. -G, c'est pour les instructions de débogage, et le format en particulier qu'on veut gérer, et ce sera donc a priori CV8. À vous de vérifier, refaites cette commande de votre côté, et vérifiez si vous avez bien CV8 qui est disponible pour Windows en 64 bits, attention, parce qu'en 32 bits, il y aura peut-être autre chose, donc à vous de voir. Et ensuite, voilà, la commande classique, donc sur Windows, on ferait quelque chose comme ça, on ferait un fichier objet. Et après, vous ferez votre édition de lien avec GoLink, classique, et ensuite, l'exécutable, vous pourrez le faire déboguer sur Visual Studio et vérifier en fait les valeurs des registres, comme on va le faire ici sur GNU Linux. Nous ici, sur GNU Linux justement, donc pour un fichier ELF en 64 bits, on va ajouter ici, on va mettre le format Dwarf, et on assemble la petite édition de lien, ça ne change pas, classique. Je rappelle qu'à l'exécution, toujours rien, mais là la différence c'est qu'on va pouvoir déboguer tout ça. Donc on y va, ça va être nouveau, à moins que vous ayez déjà utilisé GDB en détail avec du langage assembleur, mais au moins ça vous permettra de voir un petit peu comment ça fonctionne ici sur GNU Linux. On lance GDB sur l'exécutable, enfin en tout cas en passant en argument l'exécutable. Nous sommes ici, et là on va fixer un point d'arrêt, parce qu'on n'en a pas en fait au niveau du programme. Donc on va ajouter un point d'arrêt, notamment ici, au niveau de l'étiquette start, ça ira très bien. Donc je vais utiliser, alors le mot-clé c'est break, moi j'utilise beaucoup les raccourcis, donc on peut écrire B, ça revient à écrire break. Ensuite start, voilà, et je lance le programme avec run ou simplement R, et nous avons ceci. Voilà comment ça fonctionne. Pour résumer, je vais aller un peu vite après, mais là c'est important parce que c'est bien de voir comment ça fonctionne. Quand vous voyez le nom de l'instruction, c'est pour dire qu'il en est en fait ici. Il n'a pas encore exécuté l'instruction. Important, parce que j'ai souvent vu les gens confondre en pensant que si ça affichait ça, l'instruction avait été exécutée. Non, en fait il se trouve juste avant, ou juste ici si vous voulez, puisqu'on a mis le point d'arrêt au niveau du start. C'est seulement une fois qu'on passera à une étape supplémentaire qui va se placer donc après cette instruction. Il va afficher bien sûr la prochaine dans votre console, mais ça voudra dire qu'il a exécuté celle d'avant. Donc vous voyez, il y a un décalage à prendre en compte. À partir de là, on peut vérifier les infos sur les registres. Donc la fameuse commande info registers, ou plus rapide, parce que vous voyez qu'elle est un peu longue à écrire, I espace R. Et ici, nous avons l'ensemble des registres affichés, également les drapeaux éventuellement qui peuvent en fait être activés. Donc là, on n'en a pas pour le moment en particulier. Et comme ça, vous pouvez vérifier les valeurs. En plus, ça vous met les valeurs en hexadécimal et ça vous les convertit en décimal. Alors, vraiment, c'est magnifique. Donc on voit qu'il n'y a pas de changement, RA, etc. On est au début du programme ici, donc oui, il ne s'est encore rien passé, très bien. Continuons, on va lancer une nouvelle étape, donc step ou simplement S, ici. Donc là, vous voyez qu'il en est ici, il s'apprête à faire cette instruction, donc il a fait celle d'avant. Et donc on peut effectivement afficher les infos des registres. Et vous voyez qu'on a bien mis, donc on a bien 4 cette fois-ci dans le registre RAX, puisqu'on a fait finalement 0 plus 4. Donc l'opération add, comme vous le voyez, elle prend deux opérandes. Très important. Donc là, on va en fait ajouter un peu. Et les opérandes, en fait, elle va mémoriser, elle va stocker en fait le résultat dans la destination. C'est important. Donc si vous faites A et B, ça va faire la somme des deux et ça va stocker le résultat dans A. Très important.
Donc ça, il faut bien le prendre en compte, sinon vous pourriez être surpris en vous attendant à ce que ce soit enregistré ailleurs. Donc attention un petit peu à ce niveau-là, comment ça fonctionne. Ici, on peut passer valeur de registre, valeur de mémoire, et on peut passer des valeurs directes. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle une valeur immédiate, que j'ai passé. Tout ça, pareil, je l'ai déjà expliqué sur la vidéo d'architecture, sur le processeur, comment fonctionne la mémoire, etc. Donc, au niveau des jeux d'instructions. Donc, si vous ne voyez pas ce dont je parle, quand je parle de registre immédiat ou de valeur immédiate, etc., il faudra aller voir sur cette vidéo d'architecture. Vous aurez toutes les infos théoriques pour comprendre un petit peu tout ce qu'on aborde ici. Donc là, on lui passe une valeur brute, une valeur immédiate. Donc évidemment, c'est totalement compatible avec l'instruction add. Et on peut comme ça dire qu'on fait la somme de RAX plus 4 et on stocke le résultat dans RAX. Donc il n'y a pas de problème. Voilà comment ça marche. Donc vous voyez un petit peu au niveau du débogage comment on va pouvoir vérifier un petit peu les différentes valeurs de registre. Même si on n'a rien qui s'affiche en console, on peut en tout cas analyser un petit peu tout ça. Et comme ça, au passage, ça vous apprendra un petit peu à vérifier les valeurs de registre et vous pourrez réutiliser un peu ces différentes commandes pour d'autres de vos programmes si vous voulez déboguer justement d'éventuelles erreurs. Autre chose, bien sûr, ce qu'on peut passer par d'autres valeurs, et ça va être intéressant, c'est pour ça que je voulais aborder ça, parce que je pense que c'est bien de le voir. On a dit que certaines valeurs pouvaient occuper une certaine place. Et là, ce qui est la particularité finalement avec add ou sub, parce qu'on va retrouver le même problème finalement avec la soustraction, c'est que les données ici sont traitées, en fait, vont faire une extension, d'accord, de signes, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont être traitées comme des données 32 bits. Alors que vous voyez que je travaille avec du 64 bits. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ça a une importance, en fait, et pourquoi ça peut éventuellement engranger des erreurs, en tout cas, ou un comportement inattendu? Eh bien, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Si je prends une valeur, donc 2 puissance 32, donc moins 1, donc ce qu'on avait vu ici, je vais vous faire le calcul, parce que vous imaginez bien que je n'ai pas de tête, celui-là. On va faire hop, 2 puissance 32. Voilà, alors d'ailleurs on va voir, oui, ça va être c'est 2 milliards, c'est un nombre moins 1, ou je vais même laisser comme ça. Il ne m'affiche pas en entier? Ah si, quand même. Voilà. Donc voici la valeur, d'accord. Alors la valeur qu'on va avoir ici au maximum. Donc moins 1 si on ne dépasse pas, donc c'est moins 1 c'est la valeur max, donc c'est en fait celle-ci. Voilà. Donc c'est 2 milliards 147, alors je peux pas la... Si. Hop, parce que je vais pas la taper à chaque fois, voilà. Hop, hop, hop. 2 milliards 147 483 647 pour une valeur en 32 bits. Donc évidemment, si je fais l'addition de 0 avec ça, logiquement, ça passe. C'est ce que je vous ai dit, d'accord? En fait, la donnée, on est déjà... Voilà, de manière naïve, on pourrait se dire, de toute façon, on travaille en 64 bits, donc ça rentre largement dans une valeur 64 bits, parce que 64 bits, ce serait 2 puissance 64, moins 1 éventuellement, et là, on arrive sur des valeurs beaucoup plus... On va les noter, ce qu'à la rigueur, hein, c'est bien de savoir, parce que c'est quand même des valeurs qui vont revenir très souvent. Hop, on va pas aller trop vite. Voilà, comprenez que, a priori, on est bien. Oh, il m'avait séparé. Ah oui, il m'avait d'accord, il m'a fait un petit... ok, bizarre le format. Donc vous comprenez qu'on a de la marge, d'accord? En 64 bits, au niveau des valeurs qu'on peut accepter sur des entiers, on est bien. Ça va, on a de la marge, donc c'est pas un problème. Par contre, 32 bits, on voit que tout de suite, ça peut être vite atteint 2 milliards. Il y a déjà eu un bug comme ça d'ailleurs sur YouTube à l'époque, avec le clip de Gangnam Style, si je dis pas de bêtises. Et bien on va reproduire le même problème. Vous allez voir que ce qui s'est passé sur YouTube fut une époque. On va en fait faire un débordement d'entiers. Donc c'est-à-dire que là, 32 bits, ça c'est la valeur maximale, qui peut être acceptée en valeur signée, bien sûr, puisqu'on travaille ici avec des valeurs signées pour le coup. Donc ça, c'est le maximum. Donc logiquement, bon, on va quitter ici, oui, on va refaire tout le procédé, l'édition des liens, le petit point d'arrêt, on run, on vérifie ici, toujours rien, on passe à une nouvelle étape, on revérifie, et vous voyez que ça prend bien la valeur, donc ça a bien fait la somme, 0 plus la valeur maximale signée pour un entier, en tout cas sur 32 bits, ça passe, il n'y a pas eu de problème, on a la valeur attendue, ok. On va juste rajouter 1. Là, on a débordé. On a débordé sur la valeur maximale en 32 bits d'un entier. D'accord? C'est un débordement d'entier. Donc automatiquement, normalement en tout cas, là, si on est bien sur du 64 bits, d'accord, si c'est traité tel quel, ça ne devrait pas poser de problème. Ça ne devrait poser aucun problème. Et bien évidemment, si je vous montre ça, c'est que il va y avoir effectivement un problème.
déjà, vous voyez que ici, à l'assemblage, on vous indique, donc c'est un avertissement, donc ça n'a pas empêché de compiler le tout, c'est juste un avertissement pour vous dire attention, voilà, la valeur en fait ici immédiate déborde, d'accord? Donc on a en fait un débordement en fait d'entier, très important. Je peux quand même continuer, parce que c'est un avertissement, donc ça n'a pas empêché la création de tout ça, ok? Et ici, on va refaire comme tout à l'heure. Même chose, on vérifie au départ, on n'a rien, on passe ici à l'étape, et là nous avons une valeur, donc enfin la valeur plutôt, pardon, qui est devenue négative. Donc voilà ce qui se passe généralement quand on a un débordement d'entier, et bien en fait ça bascule vers la valeur minimale, la plus minimale possible de l'entier 32 bits, donc c'est moins en fait cette valeur. Donc ça devient ceci. Et c'est pour ça que sur YouTube à l'époque, quand en fait la vidéo en question, que je vous dis, je crois que c'était Gangnam Style, elle avait dépassé justement les 2 147 483 648 vues, et bien automatiquement elle s'est retrouvée avec une valeur négative de vues. Et après forcément c'est un bug en fait, c'est un bug, ça n'a pas à avoir cette valeur. Et ça a posé problème. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque YouTube stockait le nombre de vues des vidéos en format 32 bits. Voilà. Donc ça ne dépend pas parce qu'ils pensaient que de toute façon qu'il n'y aurait jamais de vidéo qui atteindrait cette valeur-là. Donc pour eux, à l'époque, surtout au début, vous imaginez bien, on ne s'imaginait pas avoir des vidéos de plus de 2 milliards de vues. Donc ils se sont dit que ça allait être tranquille, il n'y avait pas de problème. Sauf que il se trouve que ça a été dépassé. Donc depuis, bien sûr, ça a été passé en 64 bits. Et là, avant d'atteindre la valeur maximale en 64 bits, on a, comme je vous ai dit, voilà, avant d'avoir autant de vues sur une vidéo YouTube, on a de la marge. Donc normalement, ça devrait être OK. Et d'ailleurs, ce c'est -1 d'ailleurs, en réalité. C'est plutôt... j'ai pas fait le -1, je crois. Bref. Donc vous avez compris un peu le principe. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour remédier à ça? Il faut simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau des instructions, c'est-à-dire de bien être sûr que nous travaillons avec des valeurs en 64 bits, qu'il n'y ait pas en fait d'extension de signe effectuée, donc on travaille avec du 32. Donc la meilleure astuce pour faire ça, c'est de stocker la valeur d'abord dans un registre. Et au lieu de passer à une valeur immédiate, parce que ça arrive en fait quand on travaille avec des valeurs immédiates, comme source, qui est en fait cette valeur qui est traitée comme 32 bits, on peut passer par un registre à la place, et là il n'y a pas de problème. Donc la bonne chose à faire, c'est par exemple de passer par RCX, ou ce que vous voulez, un autre registre, franchement il n'y a pas de problème, R8 même si vous voulez. Vous passez effectivement cette valeur, d'accord? Et ensuite, vous faites l'addition de RAX, RCX, qui sera donc stocké dans RAX. Et là, il n'y a pas de problème, puisque ça, ce sera bien considéré 64 bits, c'est RCX. C'est un registre 64 bits, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc vous voyez ce qu'il faut prendre en compte, j'aurais pu ne pas vous en parler, mais il y aurait des gens qui auraient eu l'erreur un jour, qui n'auraient pas compris pourquoi, en disant mais je suis en 164, comment se fait-il que je ne puisse pas mettre ce genre de valeur-là? Il y a une raison, voilà. C'est dans les comportements un petit peu des différentes instructions qu'on a classiques. Je fais la prochaine étape, et voilà. Et nous avons en fait la valeur qui est bien, alors ici qui est dans d'ailleurs RCX, mais on a bien en fait la valeur qui a été comme vous le voyez, en fait, prise en compte. Il n'y a pas de problème. Donc là, je peux avoir des valeurs beaucoup plus grandes. Je pourrais faire d'ailleurs... En fait, c'est vrai que je fais ça, mais je pourrais même directement faire ceci. Par exemple, alors, je mets d'abord une valeur de 2, et ensuite je mets une valeur beaucoup plus grande, ou celle-là, en fait. Enfin, on pourrait additionner plein de choses, c'est-à-dire mettre cette valeur-là, en mettre une autre, etc. Additionner RAX avec une autre valeur, peu importe. Le but en tout cas, c'est que si vous passez une valeur immédiate ici dans une addition, il ne faut pas que ça dépasse en fait la valeur maximale acceptée en 32 bits. Voilà, c'est tout. Sinon vous passez par un registre, donc notamment faisant une instruction ici pour stocker notre valeur, et vous n'aurez pas de problème. Ce sera la même chose pour une soustraction, d'accord? La même chose pour la soustraction, la même règle qu'on aura ici, en tout cas pour ça. Voilà, je pense que ça est dit, donc on a un petit peu tout ce qu'il faut. On va pouvoir vous montrer, je vais pouvoir vous montrer un petit peu la soustraction rapidement, parce que c'est pas compliqué non plus. Donc même règle ici, on va mettre une valeur, enfin bon, il n'y a pas de valeur très grande, mais bon, on va le faire comme ça. On va faire dans RAX, on va mettre 10, et ensuite on fait RAX, RBX. Donc ça va faire 10 moins 3. Okay. Voilà. Hop. Voilà. Donc je rappelle ici, on n'a rien, on passe à une étape supplémentaire. On a donc mis 3 dans RBX, on passe à une instruction suivante, on a mis 10 dans RAX, on passe à l'instruction suivante, celle donc qui fait la soustraction,
et on a bien dans RAX le résultat de 10-3. Donc pour autant, vous voyez, ça n'a pas enlevé évidemment ce qu'il y a dans RBX, hein, logique, ça n'a pas affecté les autres registres. Donc ça a juste modifié celui qui accueille le résultat. Donc c'est bien de prendre un petit peu en compte tout ça. Comme ça, vous voyez un peu comment que ça se passe, et au moins vous avez un petit peu ici un résultat visuel un peu de ce que ça nous donne. Donc attention, bien retenir ça, hein, le comportement qu'il y a avec les valeurs immédiates lorsqu'on fait une addition ou une soustraction. Comme ça, vous n'aurez pas de problème ici. Donc on parle d'extension du signe. Hein. Si vous lisez pas mal de littérature sur le sujet en anglais notamment, c'est ce que vous verrez, un sign extension, notamment pour ces types d'instructions-là. Passons aux multiplications et division, parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes et on a encore pas mal de choses à voir, parce que je ne voulais pas faire ça non plus en 2 vidéos. Là, ça va être beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple. En tout cas, on va moins se poser de questions. On va avoir par contre 2 choses différentes en fonction du cas où nous voulons travailler sur des calculs non signés, donc attention de ne pas vous gourer, et les calculs en tout cas avec des valeurs signées. Donc il y a un i pour integer, et en fait c'est simplement pour dire, bah là, on fait une multiplication signée, une division de valeur signée, ou là c'est non signé. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de c'est la même chose, peu importe. Parce que bien sûr, si vous faites une multiplication ou division avec des valeurs négatives, ce n'est pas comme si vous le faisiez avec des valeurs positives. D'accord ? Il y a des différences mathématiques au niveau des résultats qu'on peut attendre. Alors là, ça va être très simple. Là, vraiment, il n'y a pas de souci. Déjà, au niveau de la multiplication, ça va aller assez vite. On va mettre dans RAX 5, on va mettre dans RBX 8, et on va donc faire multiplication de RAX, et on va faire la multiplication avec RBX, parce que là, vous allez observer en fait qu'on va avoir quelque chose de différent. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va passer qu'une seule information. On ne va pas en avoir 2. Pourquoi on ne va pas en avoir 2 ? Parce que le résultat en fait va être stocké au même endroit. Par défaut, il va être utilisé en fait tel quel. Donc là, on s'attend à faire le calcul en tout cas de 8 fois 5. D'accord ? C'est le calcul que je veux faire ici. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on a directement. Ici, ok, il n'y a rien. Ici, on met 5 dans RAX. Ici, on met 8 dans RBX. On fait la multiplication et nous avons donc RAX qui est en fait le résultat du calcul. Donc là, par défaut, RAX va accueillir en fait le résultat. Donc vous n'avez pas besoin en fait de le spécifier. D'accord, il est utilisé pour accueillir en fait le résultat du calcul. Donc ici, on ne le spécifie pas. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul opérand au niveau de l'instruction et pas plusieurs, parce que c'est toujours RAX qui travaille. Donc attention, parce que si vous voulez utiliser RAX pour autre chose, évidemment, le résultat est mis dedans. Donc vous voyez, il faut prévoir un petit peu tout ça, il faut le prendre en compte un petit peu au niveau des calculs que vous faites. Donc c'est un petit peu à prendre en compte dans les différentes opérations que vous voulez faire. Donc multiplication, très simple, d'accord, il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Évidemment, si vous voulez travailler avec des valeurs non signées, par exemple avec des valeurs négatives, comme je vous l'ai dit, mais il faudra travailler avec l'instruction immul. Voilà, c'est important, qui fait donc la distinction entre signé et non signé. Pour la division, bon, ça va être un petit peu différent, bien sûr, parce que la division, on va avoir une division euclidienne, et on va donc avoir un quotient et un reste. Le quotient sera enregistré dans RAX, classique, le résultat en fait, hein, comme pour la multiplication, et le reste, s'il y en a bien évidemment, il sera enregistré dans RDX, donc le fameux registre de destination, en tout cas qui est la plupart du temps utilisé pour ça. Donc là, pareil, on va pas s'embêter, on va faire 20. On va mettre dans R6, cette fois-ci on va mettre ça, alors on va faire 4. Voilà, comme ça on n'aura pas de reste, hein, 4 x 5, 20, donc 20 divisé par 4 fait 5, donc il n'y a pas de reste, on aura juste un quotient. Et on va ensuite diviser, donc on fait div RCX, je rappelle, ça veut dire de diviser RAX par R6. Voilà. N'oubliez pas, quand je mets ça, ça veut simplement dire, voilà, c'est RAX qui est pris en fait comme premier opérande, implicitement, dans ce calcul-là, et on stocke bien sûr le résultat dans RAX, toujours pareil. Ok, on y va à nouveau. Ouais, ça a pas mal d'instructions à refaire. Je vais aller un petit peu accélérer à ce niveau-là. Ici, rien. Ici, on a 20. Ici, on a mis 4. Et on fait enfin la division. Et vous voyez qu'on a bien 5 dans RAX. On va diviser par 4, c'est bien 5. On n'a pas de reste. Vous voyez, RDX toujours à 0. Donc pas de reste. On va changer ici par 3. On aura donc
3 x 6, 18, donc on va avoir 6, et il restera 2, donc on aura un reste de 2 cette fois-ci. On recommence. À force, hein, vous les retiendrez par cœur les commandes quand on les tape comme ça. Ça rentre très vite. Voilà. Le deuxième, donc 3. On fait l'opération de division. Donc on obtient bien 6, le quotient, et vous voyez que le reste a bien été mis dans RDX, qui est donc de 2, puisque il manque, à partir de 18, il manque 2 pour arriver à 20. Donc c'est tout bon. Voilà pour la division. On a vu comme ça les 4 opérations, on va dire, les plus élémentaires, l'addition, soustraction, la multiplication, la division. Vous avez d'autres instructions pour le modulo, je vous laisserai voir si vous voulez. Voilà, c'est assez simple à utiliser aussi. Et je rappelle que le modulo, c'est le reste d'une division euclidienne, tout simplement. Donc là, vous n'avez pas de quotient, vous avez juste le reste, en fait, quand vous faites un modulo. Et c'est très utilisé aussi, mine de rien, en programmation. On s'en sert beaucoup en cryptographie, d'ailleurs. Voilà pour ça. Passons maintenant à d'autres choses. Donc on va être sur des cas un peu plus, rapides, hein, pour terminer cette séance. On va être sur des choses très simples. Alors c'est pareil, c'est ça que je ne vous l'ai pas forcément dit, ici, quand on fait une multiplication ou division, ça prend soit un registre, soit une valeur en mémoire. On ne peut pas mettre de valeur immédiate, hein. Pas possible, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, de faire ceci. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas du coup de problème d'extension de signe, parce que en fait ça n'accepte pas ce genre d'opérande. Donc c'est forcément un registre ou une valeur en mémoire. Vous pouvez pas une variable, donc vous ne pouvez pas passer une valeur brute pour une multiplication ou une division. Donc au moins on évite pas mal de problèmes déjà à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on va pouvoir revenir sur d'autres choses. Alors, en parlant d'opérations, avant de passer terminer avec les opérations logiques, je peux réaborder quand même, comme petit rappel, quelques instructions qu'on avait vues qui rentrent, hein, dans des opérations, notamment pour l'incrémentation et la décrémentation. On les avait vues, on avait vu un peu comment ça marchait. Donc là, bon, on va être sur quelque chose de très simple, hein. Je vais mettre la valeur 5 dans RAX, et on va faire ensuite l'incrémentation de RAX. On va incrémenter on va en fait incrémenter tel quel. Voilà, on va laisser là. Hop. Je vais pas le montrer pour la décrémentation, on l'avait déjà vu aussi, avec les boucles là, notamment. Mais ça fait partie, hein, finalement des différents exemples qu'on avait vus. Donc là, il n'y a rien. Ok, on a 5, on incrémente de 1. Parce que c'est l'incrémentation fait un add 1 en fait. D'ailleurs, il n'y a pas de différence, le mieux c'est toujours, si vous voulez incrémenter de 1, d'utiliser l'instruction pour ça, qui dans certains cas sera plus performante en tout cas. Même si dans d'autres, il n'y aurait pas de différence en faisant add simplement de 1, ajouter 1. Mais il y a une instruction spécialement pour ça. Donc pour une incrémentation de 1, utilisez celle-ci. Par contre, c'est vrai que je fais une petite parenthèse. Si vous voulez par exemple doubler une valeur, par exemple vous voulez en fait faire RAX x 2, ce genre de choses, c'est vrai que c'est plus intéressant de en fait passer par une addition, puisque l'addition sera toujours plus performante que la multiplication. Donc bien sûr, si vous voulez doubler une valeur, vous faites en fait le registre plus lui-même. Donc ça sera toujours plus rapide, d'accord, plus performant que en fait multiplier directement en fait la valeur. Donc vous aurez mis dans un autre registre, hein. Vous aurez par exemple sauvegardé la valeur de RAX quelque part, voilà, que multiplication par 2 en fait. Donc ça c'est bien de le savoir en tout cas, parce que ici on peut parler quand même un peu d'optimisation, on est en langage assembleur, on n'est pas dans un langage plus haut niveau. Donc si vous voulez trouver les instructions les plus efficaces, vous avez tout intérêt effectivement à passer par l'addition pour doubler une valeur que de passer par une multiplication. Ok, parce qu'en fait au niveau de l'addition on a simplement un décalage, là où la multiplication on a un peu plus que ça. Voilà, donc l'incrémentation, je vous l'ai montré, la décrémentation, ce serait simplement ça, hein, classique. Et si on veut la négation d'une valeur, hein, donc c'est-à-dire on inverse tout simplement le signe, eh bien vous avez l'instruction neg qu'on n'avait pas vue, il me semble, hein, je ne vous l'avais pas montré, donc voilà, pour negative, et comme ça vous pouvez obtenir, donc ici on obtiendrait moins 5, tout simplement, au niveau de la valeur ici. Donc ça prend qu'un registre, hein. Voilà, on passe ici un registre notamment, et comme ça inverse le signe de la valeur qu'on a. Donc si ce sont des valeurs binaires, pareil, on inverserait un petit peu le signe de tout ça. Classique, ok. On n'a pas vu, voilà, là-dessus il n'y a pas beaucoup de nouveautés en tout cas. Et on termine par contre avec des nouveautés qui sont les instructions pour effectuer des opérations logiques. Pareil, si vous ne savez pas ce qu'est l'algèbre booléen, les opérations logiques, AND, OR, le ou exclusif, etc., il faudra aller voir les vidéos dans la playlist d'architecture, j'explique tout ça en détail. C'est pour ça que j'ai fait notamment ces vidéos-là. C'est pour que ça apporte tous les concepts théoriques que vous avez besoin de savoir éventuellement,
parce que ça peut être utile pour comprendre la programmation ou simplement pour votre curiosité personnelle. Donc j'ai fait cette playlist architecture, pardon, pour avoir tous ces détails-là. Donc j'en reviendrai évidemment pas dessus sur cette vidéo. On peut prendre en compte tous ces calculs, donc on peut prendre notamment déjà la valeur, en fait, un note quelque chose, donc c'est en fait l'inverse, donc on fait une inversion de bits sur une valeur. Donc par exemple, si je mets dans RAX que je mets un 1, 0, 1B, comme ceci, et que je fais ensuite un note RAX, donc qu'est-ce qui va se passer? Inversion de bits, bon, c'est très simple, si c'est 1, ça devient 0, si c'est 0, ça devient 1, voilà, donc ça va devenir ceci, logiquement. Et on va le vérifier. Bon, là, on verra pas. On aura les valeurs hexadécimales. Voilà. On voit qu'ici, on a 13. Ici, on a moins 14. Et pour ceux qui auraient besoin qu'on vérifie tout ça, pas de problème. On va passer ici. Ah, par contre, ouais, sur cette calculette, je sais pas s'il me fait des conversions. J'ai mis quoi? Bon, un 0, 1. De toute façon, oui, normalement, vous savez que c'est très. Ah, bah, si, il me le met là. Je vois en base 10. C'est ici. Bon, c'est en petit, vous, désolé sur la vidéo, mais bon, vous pourrez tester de l'autre côté. Voilà, il met bien que c'est 13 en base 10, donc c'est bien ça. Et ensuite, si on inverse les valeurs, donc c'est 0, 0, 1, 0. Donc en fait, c'est juste un 1, 0, mais attention, ici on prend en compte une valeur signée, donc un signe. Donc là, mon problème, c'est qu'on n'aura pas la bonne valeur, puisque ici, ça veut dire que le nombre est négatif en réalité. Donc on a moins 14. Voilà, il faut prendre ça en compte. Donc bien sûr, les inversions de signes, il faut faire attention un peu si nous sommes sur une valeur positive ou négative. Bref, c'est une inversion de signe. Voilà, c'est l'opération qu'on a besoin des fois de faire aussi. Donc c'est assez classique et on a l'opérateur, l'instruction même, note, pour faire ceci. Pour effectuer maintenant d'autres exemples, c'est-à-dire un et, un ou un ou exclusif, on va retrouver les trois instructions. Donc end, or, XOR. Donc pareil, ça si vous voulez le détail, vous avez des vidéos d'architecture pour savoir un peu en quoi ça consiste, les fameuses tables de vérité, etc. Pour savoir quand est-ce que ça valide l'un et quand est-ce que ça valide l'autre. Donc c'est à vous de voir comment ça fonctionne. Tout ce que je vais faire ici, c'est de passer cette valeur-là, voilà, ici, et ensuite de dire, tu me fais un et sur deux opérandes. Donc ici, RAX, RCX, d'accord? Donc comment que ça se passe? Parce que là, bon, je ne fais pas un rappel de ça, mais bon, comme c'est un et, il faut que les deux valeurs soient vraies, donc elles soient à 1. Donc ici, c'est vrai, d'accord? Donc ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est vrai, ça, c'est faux, parce qu'il n'y en a qu'un seul ici. Donc faux, vrai, faux, vrai. Donc voilà la valeur, en fait, qu'on aura comme résultat du et logique qui a été effectué. Hop. Donc pareil, je remonte une dernière fois, après je ne remonterai pas forcément des bogages pour les autres. Donc là, rien. Ici, vous voyez que je mets la première valeur. Je mets la seconde dans RCX. Et ensuite, on fait le et. Voilà. Donc ça change comme ça un petit peu le résultat qu'on a directement. Voilà. Donc à vous comme ça de voir ce que ça donne comme simplement comme résultat par rapport à ça. Donc cette valeur ici, donc 1, 0, 1 pour ça. Si on fait le OR, ce sera l'inverse, mais c'est pareil, ce sera sur deux opérants. Donc là, ça donnerait quoi dans ce résultat? Donc c'est seulement, il faut que ce soit au minimum un seul à 1. Donc là, c'est le cas. Là, ils sont les deux, donc c'est encore mieux. Là, il n'y en a aucun, donc c'est 0. Là, il y a les deux, donc c'est bon. Donc on aurait ce résultat-là. Et le ou exclusif, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit à 1 parmi les deux. Donc vous prenez les valeurs verticales ici. Donc on voit que là, on a bien un seul à 1, l'autre qui est à 0, donc c'est bon. Là, les deux sont à 1, c'est pas bon. Là, les deux sont à 0, c'est pas bon. Les deux sont à 1, c'est pas bon. À 0, pardon. Non, c'est à 1, c'est pas bon. Voilà, donc on a 1, 0, 0, 0 pour le résultat du ou exclusif entre les deux valeurs ici binaires. Comme ça, on a fait un petit peu le tour là-dessus sur ces calculs booléens. Vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, pareil, on peut prendre des valeurs comme vous le voyez. Alors ici, bon, il faut que ce soit bien sûr registre ou une variable classique, ce qu'on a en destination. Par contre, ici en source, vous voyez que ça peut être des valeurs immédiates. Ça fonctionne, contrairement à la multiplication et à la division. Bien sûr, pour ces opérations logiques, vous pouvez le faire. Donc ici, on peut passer des valeurs immédiates. Donc c'est-à-dire que là, je pourrais très bien faire ceci. D'accord, ça marcherait sans problème. D'accord, c'est-à-dire même sans passer par ça.
Voilà, j'ai le droit de faire ça avec les opérations logiques, les instructions logiques ici en langage assembleur. Et on va s'arrêter là, ce sera bien assez long, 40 minutes hein, pour faire un peu le tour des différents opérateurs que je voulais vous montrer. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire hein, au niveau d'opérations en langage assembleur, hein, décalage de bits, des rotations, etc. Il y a plein d'autres opérations, mais ça c'est comme tout, si un jour vous en avez besoin, vous trouverez dans le manuel qui correspond au matériel que vous utilisez, et bien les instructions pour le faire, et vous verrez que c'est pas plus compliqué que ce qu'on a vu ici, donc voilà, vous saurez très facilement vous débrouiller, puisque vous avez vu en tout cas les plus essentiels dans cette séance. S'il y a des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à partager sur les réseaux sociaux et à me suivre également sur les réseaux sociaux. Je ne le dis pas très souvent, mais c'est important pour simplement faire connaître un peu tout le travail qui est fait un petit peu toutes les semaines, à maximum de monde, voilà, tout simplement. Et nous, on verra un petit peu la suite. On a plein d'autres choses à voir quand même, pas mal de détails. Il y a des choses qui viendront compléter aussi le cours dans des tutos que je mettrai plus à part. En termes de notions, par contre, pures, on n'en a plus tellement. C'est-à-dire que là, on est plus proche de la fin que du début du cours, hein, en soi. Parce que c'est assez, on va dire, assez pauvre finalement en notions. Après, c'est beaucoup de différentes instructions, bien sûr, qui peuvent être très riches, et surtout au niveau des architectures qu'on peut utiliser. Mais là, on a déjà fait le tour de pas mal de choses dans ce que je voulais aborder avec vous au niveau du cours. Donc je sais que c'est pas toujours évident, surtout si c'est pour certains que vous n'avez pas forcément l'habitude de penser en termes de mémoire, en termes de valeur, on travaille avec différentes bases, etc. Donc forcément, on quitte un petit peu certaines habitudes qu'on peut avoir des langages plus haut niveau. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois certaines personnes qui s'en sortent mieux quand ils démarrent avec le langage assembleur, qui s'intéressent directement à ça plutôt que de venir d'un autre langage. Donc ça c'est vraiment dépendant des gens. Il y a des gens qui vont trouver ça facile et d'autres qui vont trouver ça très compliqué. Donc comme toujours, prenez votre temps, n'hésitez pas à revoir les vidéos plusieurs fois si nécessaire, à prendre des notes, à écrire des petits programmes, à comprendre surtout ce que vous faites, ça c'est important, de ne pas juste répéter, faire des copier-coller, même pris sur internet. Voilà, essayez de comprendre ce que vous faites, de comprendre les codes que vous écrivez ou que vous reprenez d'ailleurs, que sais-je. Et voilà, de toujours comprendre ce que vous faites, c'est important pour bien sûr apprendre et assimiler un peu toutes ces notions-là. Je vous dis à bientôt pour la suite, en tout cas, et n'oubliez pas, pour les gens qui voudraient faire du débogage sur Windows, je rappelle, vous utilisez Visual Studio, pas Visual Studio Code, comme ici, je parle de l'environnement de développement Visual Studio, et vous pouvez comme ça déboguer votre exécutable directement avec le débogueur intégré, et vous aurez les outils comme il faut, pareil, pour vérifier les registres, les valeurs de registre en mémoire, et donc faire un peu la même chose qu'on a fait avec GDB ici sur GNU Linux. A bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.